Bon, ben écoutez, il est déjà 2h06, donc on va pouvoir aller d'avant sans plus tarder. Donc, ce que je pourrais faire dans un premier temps, c'est vraiment donner un contexte, là, finalement un compte-rendu des dernières années, juste rapidement, juste pour finalement donner là, un aperçu de on est venu de où, c'est où qu'on s'en va. OK. Donc là, comme on le sait, en 2015, il y a eu la promulgation, en octobre 2015, pardon, il y a eu la promulgation de la dernière version de la directive du commissaire, la 709. Et dans celle-ci, on avait vraiment, là, c'est une stratégie de renouvellement qui finalement a vraiment porté beaucoup d'emphase sur la direction de la surveillance, la diligence raisonnable, les évaluations et interventions en santé mentale. Puis aussi, là, il était question d'améliorer les pratiques de gestion de cas. Depuis ces changements-là, et aussi, je dois dire, depuis pas mal 2014, on a vraiment vécu une baisse vraiment dans nos placements en isolement préventif. Et non seulement dans le nombre de placements qu'on a vu une réduction, mais aussi au niveau du terme, la longueur de ces placements-là. Donc, je suis vraiment positif. Juste pour vous donner un petit aperçu, là, en avril 2014, on voyait 780 détenus qui étaient en isolement préventif. Ce chiffre-là, un an après, a descendu à 663. Et en septembre 2015, on était à 550. En mars 2016, 454. Et aujourd'hui même, dès ce matin, là, on parle de 397 qui se trouvent en isolement préventif. Donc, on peut voir en tout et partout, là, malgré que ça change bien sûr parce que c'est quand même assez dynamique, là, on voit quand même une importante là, réduction de quasiment 50%, là, dépendamment du jour. Cela étant dit, en novembre 2015, avec l'arrivée du premier ministre Trudeau, puis les nouvelles lettres de mandat, là, finalement, la ministre de la Justice a été mandatée à de juste vraiment mettre en œuvre les restrictions, la restriction de l'utilisation de l'isolement cellulaire et le traitement des personnes atteintes de maladies mentales. Puis ça, c'est suite aux recommandations qu'il y avait eu lors de l'enquête du décès de Ashley Smith. Donc là, qu'on voit ça là, en novembre 2015, nous ici au service, ça fait depuis ce temps-là qu'on regarde encore plus d'une façon plus approfondie finalement qu'est-ce qu'on pourrait bien faire et comment qu'on pourrait mettre en œuvre les recommandations restantes. Parce que bien sûr, il y en avait 104, puis il y avait déjà beaucoup de ces 104-là qui avaient été satisfaites finalement, là, qui avaient été répondues. Puis là, on fait notre possible pour pouvoir mettre en œuvre le restant. Là aussi, il faut bien sûr garder en tête ce qu'on appelle les Mandela Rules au niveau des Nations Unies. Et de là, il y a plusieurs règlements là, de ce document Mandela-là qui, finalement, parlent de l'isolement cellulaire. Donc là, je vais juste porter une petite clarification rapide. Quand on parle d'isolement cellulaire, dont en anglais, solitary confinement, c'est vraiment un terme qu'on n'utilise pas dans le contexte pénitentiaire au Canada. Nous autres, on parle vraiment d'isolement préventif ou d'isolement disciplinaire. Donc, deux processus qui sont très différents. Les changements qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de l'isolement préventif. Donc, en anglais, on parle de administrative segregation. Est-ce que vous voulez que je présente quelques définitions, finalement, entre les deux, soit le disciplinaire et administratif, préventif, pardon? Oui, ça serait bien parce que je me souviens pas avoir rien vu là-dessus, par exemple. OK. Donc, On parle beaucoup plus maintenant de l'isolement préventif. Hein. Absolument. Oui, absolument. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est vraiment deux sections différentes dans la loi et aussi on a deux directives du commissaire là, qui répondent à chacune d'elles. Donc, quand on parle d'isolement disciplinaire, c'est vraiment, c'est pas décidé par le service correctionnel. Donc, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a une personne indépendante qui sont nommées par le ministre qui, une fois qu'il y a une charge disciplinaire sérieuse qui est posée à l'intérieur d'un établissement, ça va être cette personne indépendante-là qui va juger si la personne, le délinquant, le détenu ou la détenue, si elle est vue comme étant, pardon, le mot en français m'échappe, là, j'ai guilty, je suis vraiment désolée. Judiciarisé. Pardon? Judiciarisé? Non? Pour le fait de, comme, tenu coupable. disciplinaire.
Donc, la personne indépendante va voir si une sanction disciplinaire devrait être mise en œuvre, et de là, ça va être décidé si ça va être une sanction d'isolement disciplinaire, et de là, ça peut être un maximum de 30 jours. Donc, juste pour tourner à la base, une grosse différence entre les deux types d'isolement, donc préventif et disciplinaire, c'est que le disciplinaire, ce n'est pas sanctionné par le service correctionnel, c'est vraiment du monde indépendant, et par ailleurs, il y a une limite de 30 jours. De l'autre côté, l'isolement préventif n'est juste qu'utilisé jusqu'à temps que le risque ne soit plus là. Donc, c'est vraiment une question de gestion de risque, un risque présent et un risque qu'on devrait être capable d'identifier. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un gros processus alentour de ça au niveau des revues et vraiment de s'assurer justement que c'est la seule façon de pouvoir gérer le risque présenté soit par le ou la détenue ou contre le ou la détenue si dans le fond c'est la sécurité de cette personne-là qui est à risque. Donc, c'est un petit peu ça, en gros, la différence entre les deux types d'isolement. Puis, est-ce qu'on avait des questions sur ça? Non, ça va, c'est clair. Parfait. Parfait, merci. Donc là, ce qu'on peut faire, si on est prêt, c'est que je peux aller d'avant là avec une vue d'ensemble des changements qu'on a apportés à la DC. Est-ce que ça vous va? Oui. Après, je vais prendre une petite gorgée d'eau ici, ça sera pas bien, non? Donc, dans le fond, principalement, l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, comme qu'on a fait en 2015, mais c'est vraiment d'élever les obligations du service correctionnel et démontrer plus facilement et d'une meilleure façon, finalement, les risques qui sont présents et en quoi que ces risques-là affecteraient bien sûr la gestion sécuritaire de l'établissement. Donc, une chose qu'on a faite qui est quand même très importante, c'est qu'on a élevé les gestionnaires, donc les cas, par exemple, qui étaient revus avant par le directeur général de la sécurité, devra maintenant être revu par la sous-commissaire principale. Donc là, quand on parle du Comité national de réexamen des cas d'isolement prolongé, ça, c'est un comité qui existait, mais qui existe présentement avec la DC. Mais ce comité-là, le but, c'est vraiment de regarder les cas qui ont atteint 60 jours et plus en isolement préventif. Et donc, on parle du directeur général de sécurité qui regarde ces cas-là avec ses collègues en région. Mais maintenant, la responsabilité, ça va être à la sous-commissaire principale. Une autre chose qu'on va rajouter à ce comité-là, c'est non seulement de revoir les cas qui ont atteint 60 jours et plus, mais c'est aussi de revoir ceux qui ont été des détenus qui ont été placés 4 fois ou plus à l'intérieur d'une année calendrier en isolement préventif. En plus de ça, on parle de ceux qui ont dépassé 90 jours en isolement dans l'année calendrier. Là, on ne parle pas des 90 jours consécutifs, mais on parle de cumulatifs. Ce qui veut dire, c'est que ce qu'on a fait, on a permis à ce que l'agence centrale ici, qu'on voit vraiment les cas d'une façon plus fréquente et qu'on voit des cas qu'on ne voyait pas avant. Donc, on a les cas long terme, donc les 60 jours et plus, mais aussi ceux que ça peut être des courts placements d'une façon plus fréquente. Donc, c'est quelqu'un que finalement pourrait être en isolement préventif pour 4 jours et que là, le risque est rendu gérable dans la population régulière. Sauf que plus souvent, va se retrouver dans le niveau de risque. Donc, c'est vraiment là de hausser au niveau national, de hausser au niveau national la vision finalement, de voir ces cas-là et de pouvoir en faire un peu plus de gestion de cas. Est-ce que ça va de ce côté-là? Oui. Parfait, merci. Une autre chose qu'on va faire, c'est qu'on a haussé les responsabilités, encore une fois, au niveau national, puis de faire en sorte que la haute gestion va devoir aviser le commissaire de tout problème de non-conformité. Donc là, encore une fois, les problèmes de non-conformité ont toujours été là, mis sur la table avec des revues, des réexamens à chaque année. Par contre, là, ça va être plus rapidement et d'une façon directe que ça va être apporté à l'attention du commissaire. Donc ça, c'est quelque chose d'autre de très important aussi qu'on a amené comme changement. D'un autre côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte qu'il y a des groupes particuliers de détenus qui ne seront pas admissibles
en isolement préventif. Ce qui veut dire, c'est que ces groupes de personnes qu'on appelle vulnérables, on ne pourra pas les placer en isolement préventif et d'autres solutions pour gérer le risque devront être mises en œuvre. Ces personnes vulnérables-là ont été identifiées selon les différentes enquêtes qui ont eu lieu de façon externe, soit de l'enquêteur correctionnel ou autre. Mais là, on parle de détenus ayant un trouble de santé mentale grave avec d'importantes déficiences. On parle aussi de détenus qui s'automutilent ou qui présentent un risque élevé ou imminent de suicide. On parle de détenus enceintes et des détenus atteints d'un handicap de mobilité important. Donc là, c'est un pas d'avant qui n'a jamais été entrepris avant par le service correctionnel. Donc, c'est très important là, de vraiment avoir ce groupe de vulnérabilité-là qui ne serait pas admissible en isolement préventif. L'autre chose qu'on a faite aussi dans la directive du commissaire, c'est qu'on a ajouté des nouvelles responsabilités. Des responsabilités qui, oui, existaient, par contre, qui n'ont jamais été clarifiées dans nos DC, dans la politique même. Donc là, ça va assurer là, cette diligence-là de plus, là, cette responsabilité-là de plus. Donc là, on parle que la haute gestion va devoir vraiment regarder la surveillance des activités quotidiennes, les conditions de détention, consignation de renseignements dans l'unité d'isolement. Donc, c'est vraiment de s'assurer que tous les documents sont bien remplis, qu'ils sont là. D'un autre côté, comme responsabilité pour le directeur adjoint des interventions, on parle de la surveillance de la gestion de cas en isolement. On parle de l'accès au programme et aux services et à la communication de les fins d'examen. Quand on parle vraiment des revues là, qui sont cédulées d'une façon très régulière. Donc, c'est vraiment de s'assurer la communication de ces informations-là et de vraiment aider le détenu dans ce processus-là. Est-ce que ça marche? Oui. Parfait. Donc là, d'autres changements qui ont été portés à la DC, on parle de conditions de détention. Donc là, dans l'ébauche qu'on a, vraiment, les conditions de détention, on va finalement avoir son propre paragraphe, sa propre section dans la DC. Et de là, il y a des choses qui sont spécifiquement inclus. On parle que les effets personnels et les articles essentiels, on parle avant 24 heures. Donc, dans la DC qu'on a présentement, là, qui est en œuvre, là, les articles, les effets personnels des détenus ne sont que donnés 3 jours après le 5e jour ouvrable. Donc, par exemple, il y a la revue du 5e jour ouvrable et jusqu'à 3 jours après ça que les détenus peuvent avoir accès à leurs effets personnels. Bien sûr, ça peut arriver plus tôt, mais ça, c'est ce que la DC dit présentement. Là, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une limite de 24 heures. Donc, les effets personnels vont être donnés beaucoup plus rapidement. Mais bien sûr, il faut aussi s'entendre que ça, il va y avoir certaines restrictions qui vont être jugées nécessaires dans le cas par cas par la direction de l'établissement. Donc, par exemple, si la direction de l'établissement a de la réglementation pour des contenants, ça va aussi avoir effet pour l'isolement préventif. Pardon, pour le secteur de l'isolement. Donc oui, les détenus vont avoir tous les effets personnels. Par contre, il y a un risque d'identifier ces effets-là ne vont pas être donnés, mais on va devoir documenter pour quelles raisons. Une autre chose qui a été apportée, c'est que les douches, maintenant, ça va être une façon quotidienne et non à chaque 2 jours. Donc, présentement, ils ont vraiment accès à la douche à chaque 2 jours, malgré que la plupart des établissements le font à chaque jour déjà. Sauf que là, dans notre DC, ça va être vraiment à chaque jour. Un autre changement, c'est que maintenant, au lieu d'avoir minimalement 1 heure à l'extérieur de leur cellule, ça va être 2 heures comme minimum par jour passées hors de la cellule. Donc, on a vraiment haussé ce critère-là aussi. Là, je veux juste regarder mes notes ici, ce ne sera pas bien long. Est-ce que vous en avez des questions sur ça? C'est clair, ça. Parfait. Juste un petit instant, s'il vous plaît, juste m'assurer que j'ai couvert tous mes points que je voulais discuter. Donc, un autre point qui est aussi très important, et surtout pour le comité consultatif de citoyens, c'est que maintenant, il va y avoir mention claire de ce comité à l'intérieur de notre directive du commissaire. C'est-à-dire que le rôle du comité va être inclus et que là, vraiment, dans la politique, ça va être clair qu'ils vont avoir accès aux détenus en isolement préventif.
le comité va pouvoir soumettre des observations indépendantes sur les préoccupations relatives soit aux conditions de détention, et ceux vont pouvoir faire ça au directeur ou à la direction de l'établissement. Et aussi, le comité consultatif de citoyens va pouvoir être inclus dans la participation à des comités, soit en établissement ou à la région si nécessaire. Le rôle du comité, s'il cherche vraiment à participer à au comité là, de revue, là, de réexamen, de placement, d'isolement, c'est vraiment un rôle à titre d'observation. Là, l'appel qu'on a eu il y a une heure, il y a quelques minutes, dans le fond, une vingtaine de minutes, dans la version anglaise, finalement, du rapport, il eut question de partage d'informations. Là, j'aimerais vous l'aviser, considérant que vous n'étiez pas là à l'appel d'avant, que dans le fond, nous, on va juste faire quelques recherches de notre côté à savoir s'il y a en effet des inquiétudes à savoir le partage d'informations, est-ce que ça devrait être avec ou sans l'accord du détenu ou de la détenue. Mais vraiment, pour l'instant, le rôle, c'est vraiment à titre d'observation. Il n'y aurait pas le partage de dossier, mais possiblement, le détenu ou la détenue pourrait effectivement demander à ce que le comité ne soit pas présent lors du réexamen de dossier. Donc, ça, c'est une précision qu'on va devoir possiblement apporter à l'ADC. Mais aussi, voir là, dans la dernière section de l'ADC, c'est tout est inclus là pour l'instant. Donc, si jamais vous avez des craintes à ce niveau-là, certainement, donnez les commentaires et de là, on va pouvoir en faire des suivis. Donc là, j'ai pas mal fait le tour des gros changements qu'on a portés. Mais bien sûr, là, le courriel était sorti avec le bulletin là, politique, finalement, qui contient toutes les modifications précisément de ce qu'on fait. Cela étant dit, est-ce que vous avez des questions, des commentaires, suggestions? On est vraiment ouvert à tout. Donc, allez-y. Moi, ce qui m'intéresse un petit peu plus, ce serait au niveau de notre rôle, le rôle du comité citoyen. C'est quand ils vont-ils nous offrir ça automatiquement ou s'il faut le demander? Pour pouvoir avoir accès à l'examen de dossier? Moi, à Port-Cartier, on peut demander d'assister à un comité d'isolement. C'est déjà dans notre routine, là. Mais là, ça fait que c'est comme correct si on continue juste comme ça. Absolument. Écoutez, c'est vraiment, on ouvre la porte à ce que le comité, à ce que le CCC ait un plus grand rôle finalement dans les comités de réexamen, de vraiment s'assurer que le rôle est défini. Si c'est quelque chose dans votre établissement qui intéresse ou non, ça reste à votre discrétion. Quel rôle que vous voulez prendre aussi, ça reste à votre discrétion, voir le rôle qui va être établi dans notre politique. Mais bien sûr, tant que longtemps que ça reste en ligne avec ce qui va être écrit et que ça ne va pas en long compte de ça, c'est vraiment ouvert à la discrétion. Ce que nous autres, on va mandater, c'est vraiment que vous avez la possibilité d'y assister et que ça va être à titre d'observation. Oui, c'est ça. On n'a rien à dire, finalement, mais ça permet de voir. C'est ça, absolument. Puis écoutez, la porte est toujours ouverte à pouvoir avoir des discussions après ça avec la gestion de l'établissement. Donc, lors de vos observations, si vous avez des notes que vous voulez partager, comme pour considération ou peu importe, on vous invite fortement à le faire, bien sûr. Là, les cas d'isolement, là, est-ce que c'est juste dans les maximums, ça, ou il ne doit pas avoir ça dans les minimums? Il n'y a pas de cas d'isolement dans les minimums, c'est vraiment dans les médiums et les maximums et dans les multis. Non, mais OK. C'est beau? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou même un partage d'expérience? Vraiment, peu importe, on encourage tout. Est-ce qu'on voyait aussi celle de la directive 843? Non. Il y a tout seul d'isolement. Pardon, je n'ai pas compris, allez-y. On avait deux directives du commissaire à regarder. Qu'on devait, moi que je pensais qu'on verrait aujourd'hui. Oui. Mon rôle à moi ici, c'est vraiment de discuter
ajouté au niveau de la DC 709 qui est sur l'isolement préventif. OK. Ça veut dire qu'on ne voit pas celle sur les interventions pour préserver la vie et prévenir les blessures physiques. Non, je ne suis pas dans la position encore de répondre à ces questions-là. Ah, OK. Je suis désolée. Non, soyez pas désolée. C'est parce qu'on a reçu les deux en même temps. Oui, ça, j'ai vu l'invitation. Mon Dieu, je trouvais que ça ferait beaucoup de stock pour une réunion. C'est correct. Et Marie-France, toi, de ton côté, est-ce que tu avais quelque chose? Est-ce qu'on a perdu Marie-France? Oh, j'ai comme l'impression. On est juste rendu deux. Oh, bon. OK. Bon, bien, si tu nous as dit tout ce que tu avais à nous dire, on a comme fait le tour de la question. Moi, c'est clair, c'est parce que l'isolement, j'ai déjà participé en observation. C'est pas récent, là, mais j'ai déjà participé. Moi, ce qui m'avait étonné là, dans les cas d'isolement, c'est que les revisions qu'on avait faites la journée, j'avais fait un avant-midi de revision, puis c'est les détenus qui souhaitaient rester en détention. Mais là, selon, avec cette nouvelle directive-là, c'est comme plus possible. C'est pas le détenu qui décide d'être en isolement. Ce qui arrive, c'est que selon la législation, c'est vraiment, ça ressort pas du détenu de demander d'aller en isolement ou non. Il faut vraiment qu'il y ait une identification d'un risque. Oui, c'est ça. Cela étant dit, si le détenu émet une menace, finalement, que si on était pour le relâcher d'isolement préventif, il était pour faire X, Y, Z, mais là, ça peut être vu comme étant une gestion de risque aussi, pour prévenir un risque. Non, moi, les cas que j'ai vus, là, c'était qu'il y en a qui se trouvaient plus peinards de vivre comme ça. Oui, bien, il y en a effectivement. Ça m'avait beaucoup étonné. Écoutez, en même temps, il faut qu'on garde en tête qu'ils ont les mêmes conditions de détention que les restants de l'établissement. Par contre, ils n'ont simplement pas les conditions qui vont être restreintes dues à la sécurité de l'endroit d'isolement. Je veux dire, ils ont quand même accès à des visites, à des programmes, téléphone, télévision. Donc, il y en a qui sont effectivement plus confortables de rester là. Peut-être ceux qui n'aiment pas trop être justement dans la population régulière pour X raisons. Donc, de là, on fait notre possible pour faire en sorte qu'on les intègre, soit en leur offrant des programmes, on fait vraiment tout notre possible pour les intégrer, mais en même temps, on peut pas... il y a certaines limites à ce qu'on peut faire aussi, là. Parce qu'il faut trouver des solutions pour ceux qui veulent rester là. Absolument, absolument. C'est ce qu'on fait. Pour faire des efforts. OK. Il faut faire des efforts, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse activement, là, d'une façon continue. Ça change la mentalité. Oui, je comprends. Bon. Là, vous allez devoir m'excuser, j'ai pas pris en note votre nom au début de l'appel. Micheline Deschaines. Ghislaine? Micheline. Elle reste accrochée sur une Ghislaine. Micheline Deschaines comme les arbres. Parfait. Bon, ben écoutez, moi j'ai fait le tour. Si vous n'avez pas d'autres préoccupations... Non, c'est agréable, merci. Ariane, j'ai une fille qui s'appelle Ariane. C'est agréable. Bon, ben super, merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée.